Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 141 et on va parler du 7e Grand Prix de la saison 2023 qui s'est déroulé ce week-end en Allemagne sur le circuit du Sachsenring. Cette semaine, pour m'accompagner, Olivier. Comment ça va, Olivier, après ce week-end ? Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Ça va pas mal. On a eu un beau week-end, surtout en avec GP. Avec un résultat en Moto3 que t'attendais depuis des semaines. Parce que t'as hâte de nous en parler. Ouais, c'était, je suis pas venu juste pour ça, hein. C'était prévu que j'enregistre ce numéro bien avant, mais voilà. C'est ce que je disais aussi pour les épisodes avec Bizeki. On va commencer tout de suite l'épisode avec le gagnant du jeu concours sur Twitter. C'est Larm Demon qui va pouvoir faire le beau avec nos petits goodies C'est qui en pôle, car il a remporté le concours ce week-end. N'hésitez pas, surtout le concours est tous les week-ends sur notre Twitter. Il suffit de deviner qui sera en pole position le samedi pour avoir une chance de gagner des goodies. Ce qui en ce moment est pas très difficile. Non. Vraiment, tu nommes une Ducati, t'as une chance sur 8 déjà, donc c'est assez simple. Ouais, exactement. Bon, côté news, il n'y a pas de news cette semaine, puisque la seule chose qui a pu passer, c'est le démenti de l'arrivée des multiples KTM l'année prochaine, dont parlait Pierre dans l'épisode précédent. Donc on supposait une potentielle arrivée de 2 KTM en plus. Ça a été démenti vendredi dans les médias. Donc c'est la seule news, mais en même temps, c'est pas très étonnant vu qu'on est quand même sur 3 back-to-back d'affilée. Je pense qu'il y aura un peu plus de news après Assen, après la trêve estivale. On va commencer tout de suite du coup les débriefs avec le Moto E. On pense soir à Pierre et à Cyril qui suivent cette catégorie un peu plus que nous. Côté qualif, en Q1, on a Spinelli, Okubo et Ponce qui se qualifient pour aller en Q2. Et en Q2, c'est Torres qui prend la pole position, suivi de Garzo, Granado et Spinelli. En termes de course, on a en course 1 Jordi Torres qui s'offre pour la deuxième fois cette saison une victoire devant Randy Krummenacher et Nicolas Spinelli. Et en course 2, c'est Garzo, Casadei et Torres. Donc Torres qui passe un très bon week-end quand même de son côté et il garde l'avantage au championnat puisque il est en tête avec 104 points, suivi de Ferrari avec 86 points et Garzo avec 84 points. Je vais te laisser tout de suite, Olivier, parler de ta course préférée du week-end avec le Moto3. Évidemment. Alors, une Moto3 qui a commencé sous la pluie avec des essais assez humides et ils ont pas eu beaucoup de temps de roulage sur sec. Ça va avoir une importance tout à l'heure, hein. On va vite se rendre compte que tout le monde n'était pas au même niveau sur sec. En tout cas, en Q2, on a Sasaki qui explose le record de la piste, hein, et qui met 1 seconde à tout le monde, et notamment à Honju qui se qualifie deuxième, qui est déjà pas mal. Ortola est troisième, VGR quatrième et Munoz cinquième. Munoz qui devra faire un long lap, hein, d'ailleurs, pour conduite dangereuse, non pas conduite dangereuse, pardon, parce qu'il a gêné tout simplement Honju pendant la qualif, et donc il devra faire un long lap. On passe à la course si vous le voulez bien, et donc les deux Husqvarna, Sasaki et Veger qui font le whole shot. Medellin Honju, mon petit chouchou, l'école et chip la deuxième place, suivi par Ortola, Olgado. Le leader du championnat, parti 6e, gagne une place dans les premiers kilomètres de course. Fin du premier tour, David Alonso a gagné plusieurs places, Munoz prend son long lap, pointe à la 18e place désormais, et puis au bout de 2 tours, Sasaki compte déjà 4 dixièmes d'avance sur Honju. Le Turc a lui aussi fait le break sur l'arrière, au moins provisoirement. Olgado, écurie Tech 3, je le rappelle, finit par prendre le dessus sur Honju à la fin du 3e tour, et signe au passage le meilleur chrono. En course, Sasaki est toujours devant, les 4 pilotes de tête font des chronos assez dingos et creusent leur avance sur le reste du plateau qui est complètement à la rue. Derrière, quelques passes d'armes entre Alonso et Mazia, ça roule fort toujours pour Sasaki qui compte désormais 1 seconde d'avance sur ses petits camarades au début du 6e tour. On rappelle le groupe de 3, Olgado, Honju, Ortola dans l'ordre. Sasaki prend 4 dixièmes par tour, c'est un peu n'importe quoi, j'allais dire, ce début de course pour le japonais. Il est vraiment au-dessus du lot. Honju finalement reprend la 2e position au 7e tour avec un superbe intérieur sur Olgado
et tout de suite il fait le break. Honju est beaucoup plus à l'aise sur le premier secteur et ça se ressent très fort. Le troisième groupe mené par Nepa est à 3,4 secondes de ce petit groupe qui poursuit Sasaki. Honju justement entame sa remontée sur le pilote japonais et va griller parfois plusieurs dixièmes par tour. Derrière lui, Holgado et Ortola ne suivent pas le rythme du Turc. Au 13e tour, Denis Honju revient toujours à un rythme effréné, il revient patiemment au contact et il faudra attendre le 19e tour pour que la jonction soit faite. Derrière, Holgado et Ortola sont à plus de 10 secondes. On sait bien que tout va se jouer dans le dernier tour. Ils roulent 1 seconde plus vite que derrière. Commence là un véritable jeu d'échecs où pour l'instant, Honju patiente tranquillement derrière Sasaki. Ça y est, on arrive dans le dernier tour. Le duel Sasaki-Honju va commencer. Dernier secteur arrive, Honju tente toujours rien. Et puis arrive le dernier virage et c'est là qu'Honju, collé au japonais, décide d'attaquer pour s'octroyer sa première victoire. J'avoue, j'en ai chialé. J'étais tellement content. 63 départs en GP pour Denis Honju. Première victoire donc, suivi de Sasaki. Et complète le podium Holgado. Au championnat, pas de changement de position dans le top 3. Holgado est toujours premier avec 125 points. Mazia deuxième, 84 points. Et Ortola, 81 points. Sasaki, quatrième, 79 points. Honju juste derrière avec 78 points. Et enfin, je finis avec Morera, 73 points à la 6e place du championnat. Voilà, alors j'ai fait vite sur le résumé de la course, mais en vrai, il s'était pas passé grand chose, à part évidemment la victoire d'Honju. Tout ça, je le rappelle, avec des crampes. On l'a vu se toucher les mollets, le mollet gauche, surtout derrière sa botte pendant une bonne partie de la course. Et après le caramba encore raté de la semaine dernière au Mugello, où je croyais fortement aussi, là, c'est bon, c'est fait. Pour lui, j'en suis très content. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette course? Il était temps qu'il gagne. Je pense qu'on est les deux chez Seki en pôle qui apprécient fortement Honju. Et purée, moi j'y croyais plus. Vraiment la semaine dernière, j'avais pu entrevoir la course. J'avais pas pu la regarder en entier. J'avais vu que la fin, mais j'étais tellement saoulée. Je me suis dit, il va jamais réussir à l'avoir, c'est pas possible. Et là, enfin, quoi. Et puis c'était beau, c'était vraiment fin de course. Et le moment où il fallait, c'était propre. Enfin, rien à. Alors franchement, c'était mérité et il était temps. Après, pour la course, que ce soit en Moto 3 ou en Moto 2, de toute façon, j'ai trouvé que c'était des courses relativement calmes. Ce qui est assez étonnant. En Moto 3, c'est quand même assez rare qu'on ait des courses aussi calmes. Il me semble que... Après, j'ai le sentiment que c'est pas mal le cas en Allemagne. C'est relativement le cas. Souvent, j'ai l'impression pour les petites catégories en tout cas. Parce que dans le premier secteur, ils ont pas beaucoup d'endroits pour doubler. Le circuit est peut-être pas très favorable parce qu'on a la première partie qui est très très sinueuse et qui du coup laisse pas beaucoup de place au dépassement. Même si Honju a fait un superbe inter à Holgado, mais globalement, si tu tiens ta ligne, a priori, les autres derrière, ils ont pas de place pour passer. Et puis en gros tout se fait dans le dernier secteur où ça fait les freins dans le dernier virage et c'est exactement ce qu'a fait Honju. Il y a un moment il était à 1 millimètre de la roue. Je me demande s'il touche pas aussi la roue arrière de Sasaki tellement il le collait. À la patience, franchement, j'y croyais pas trop dans le sens où je me dis putain il est derrière, il va s'énerver le pauvre, ça fait plus de 60 grands prix. Puis on sait que quand il s'énerve c'est pas bon en plus, c'est vraiment pas on l'a vu sur la dernière course l'année dernière, mais peut-être que là il s'est dit bon allez, de toute façon j'ai le podium, au pire je tente et si j'arrive pas à l'avoir tant pis, mais il faut tenter. Et là, pour le coup, je trouve qu'il l'a vraiment bien fait. Après, ça devait être vraiment compliqué pour lui de faire toute une course parce qu'elles sont quand même relativement longues, les courses, vu que c'est un petit circuit en Allemagne. Ça devait peut-être être un peu compliqué pour lui de faire tout ce Grand Prix avec des crampes. Mais en tout cas, je trouvais qu'il avait vraiment bien assuré. Et il n'y a pas grand-chose à dire à part que, dommage pour Sasaki, comme tu le disais, mais en même temps, chacun son tour, j'ai envie de te dire. Et même Sasaki, il a fait quand même relativement une belle course. Il a fait une belle course. Plus que ça, il avait fait le break sur la première moitié. Tu te dis qu'il était irrattrapable, mais Honju, il la voulait vraiment celle-là. Enfin,
les deux là, ils avaient quand même un rythme dingo. Hein. Même Olgado derrière. Mais de toute façon, pour moi, c'est les trois qui font l'action du Moto 3 depuis le début de la saison. Et Olgado fait quand même un début de saison relativement incroyable. Il est jamais loin du podium ou sur le podium. Enfin, c'est vraiment, on l'attendait pas spécialement, je pense. On savait qu'il avait du potentiel, mais là, depuis sa première victoire, c'est quand même très très fort et c'est super. En plus, c'est super parce que ça reste un team français en plus de ça, donc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en plus, on se réjouit parce que c'était franchement, on ne peut être quitte à ne pas avoir de pilote champion du monde en MotoGP, si on peut au moins avoir un team championne cette année en Moto 3, on va pas se plaindre. C'est un pilote qui est relativement appréciable, je trouve, que ce soit dans sa manière de piloter que humainement sur les podiums et sur ses déclarations. Donc vraiment. Encore une fois, c'est un très bon week-end pour lui et ça laisse de bonnes choses à présager. Après, comme on le sait, la trêve estivale fait beaucoup et il y a beaucoup de changements. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir quand même une saison. J'ai l'impression d'avoir 2 saisons en une, tant il y a de courses. Donc ça laisse un peu se poser la question. Mais en tout cas, ce week-end, c'était beau à voir. Et j'espère que Manchu, ça a débloqué quelque chose chez lui et qu'il sait qu'il est capable de le faire maintenant. Ouais, il a été capable de gérer ses émotions sur ce Grand Prix. Moi, c'est ça qui m'a. Désolé, on va parler beaucoup. Mais avec des crampes en plus. Hein. C'est vraiment, tu souffres sur ta course. C'est de la même manière que Lopez avait eu en Moto 2 son souci au bras parce que sa combi était trop serrée. Enfin, ils sont capables de trucs. Ces mecs, c'est assez impressionnant quand même. Non, mais il était sûr de ses réglages, sûr de ses pneus, sûr de son rythme, parce que Sasaki, il a quand même près de 4 secondes d'avance au plus élevé. Et en Moto 3, c'est énorme. Hein, tu me diras, c'est énorme dans toutes les disciplines. Mais c'est assez conséquent et il grappille parfois 4 dixièmes au tour, parfois 1 dixième, mais il y va. Et en plus, il arrive peut-être même plus tôt que prévu parce qu'il arrive à faire le break, à rejoindre Sasaki à 6 tours de l'arrivée. Donc là, il se dit merde, je suis peut-être un peu en avance. Donc je vais pas me faire avoir comme Homo Gelo la semaine dernière parce que j'ai pas envie de me faire prendre la speed dans la ligne droite, ce qui est plus difficile en Allemagne, c'est clair. Mais non, moi encore une fois, j'étais hyper content. Hervé Poncharal est allé le féliciter en plus dans le parc fermé, c'était très très sympa à voir. Je ne peux qu'approuver ce qu'a dit Jules Cluzel au micro de Canal pendant le Grand Prix, à la fin du Grand Prix. Personne ne peut détester Honju, tout le monde l'aime et voilà, moi je suis super content. On dira ça à la boîte à clapper parce que il se fait saucer dans tous les sens, pas dans le bon sens du terme, depuis plusieurs courses par Kevin, qu'on embrasse. Donc je pense qu'il y a au moins une personne sur cette planète qui n'aime pas Honju et on n'a pas d'explication du comment, du pourquoi. Juste par esprit de contradiction. Il faudra faire un numéro spécial juste pour parler de ça. Vraiment. Mais oui, en tout cas, en invitant Honju lui-même, on dit voilà, il est là, dis-lui pourquoi tu Alors moi, je parle pas turc, donc je te laisse host cet épisode. Mais en tout cas, je te rejoins sur le sujet et je fais une petite aparté puisque t'en parles. Jules Cluzel au commentaire, je trouve que c'est vraiment très chouette sur les petites catégories. C'est de la même manière que d'avoir Danilo ou d'avoir l'expertise de Louis Rossi et même de Pugny et le fait d'avoir un pilote qui a un esprit frais sur les trajectoires, sur le comportement en piste des pilotes. Je trouve que c'est vraiment une plus-value et Cluzel est très il est très empathique, je trouve. Il est très empathique, ouais, exactement. Donc Canal, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à le remettre à l'antenne, on l'adore. Ouais. Absolument. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Moto 3, du Moto 3, parce que vraiment, comme on disait, la course était relativement calme. On va pouvoir passer au Moto 2, qui était pas beaucoup plus animé, on va pas se mentir. Donc, côté Moto 2, en qualif, on a eu Barry Baltus, Aaron Canet, Somkat Chantra et Sergio Garcia qui se sont qualifiés en Q1. Pour la Q2, c'est Pedro Acosta qui a pris la pole position, ça n'étonne personne, suivi de Tony Arbolino, Jack Dixon, Aaron Canet, Alonso Lopez et Sam Lowe's. Côté course, comme je disais, c'était relativement calme. Il fallait suivre les 2 premiers tours, les 2 derniers, et vous aviez une idée de la course. À l'extinction des feux, c'est Arbolino parti à la 2e position qui prend le hole shot devant Pedro Acosta. Mais l'Espagnol va pas se laisser faire puisque dès la fin du premier tour, il va venir prendre les commandes de la course et on le reverra pas. Derrière les 2 hommes de tête, il y a Lopez qui s'installe à la 3e place alors qu'il partait 5e.
Il essaye tant bien que mal de suivre les pilotes qui creusent l'écart bien comme il faut devant, et Acosta s'envole pour prendre beaucoup d'avance sur les pilotes et bien garder sa position en course. Derrière, on a Lopez qui rétrograde à la 5e place finalement, et Canet qui surgit de nulle part et qui tente de tenir la roue d'Arbolino. Finalement, il va commettre une erreur et il perd l'avant. Malheureusement pour lui, c'est un peu compliqué cette course, mais il y en a un à qui ça profite, c'est Dixon qui se faufile et qui s'installe à la 3e place devant Lopez et Chantra. Chantra qui va venir gentiment passer Lopez, qui va tenter de revenir sur Dixon, mais l'anglais a quand même un rythme très très bon et qui lui remonte sur Arbolino. Donc Chantra reste derrière sans pouvoir faire grand chose, et Dixon qui essaie de venir dépasser Arbolino n'y arrivera pas. C'est donc sans surprise qu'Acosta va passer la ligne d'arrivée en tête, suivi d'Arbolino, Dixon, Chantra et Lopez. Donc comme je vous disais, il s'est pas passé grand-chose. Quelques chutes, dont celle de Binder et Bobby Schneider en début de course après une touchette avec Alcoba, et la chute de Canet qui est vraiment dommage pour lui parce que c'est compliqué pour lui ce début de saison malgré les bons résultats qu'il a pu faire sur certaines courses. Et donc au classement du championnat, on retrouve Arbolino avec 139 points, Acosta qui le rattrape gentiment avec 124 points, Alonso Lopez avec 82 et Jack Dixon avec 79. Voir Acosta devant, c'est pas très étonnant. En gros, il y a les pilotes en forme du moment, quoi. Ouais, de toute façon, pour moi, la seule animation, avec des gros guillemets, animation, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais de ce début de saison en Moto 2, c'est le duel Acosta-Arbolino, parce que Arbolino, quand on regarde ses résultats sur les précédentes saisons, on l'attendait pas là, en fait, on l'attendait pas à ce niveau. Je trouve que il est dans un team où on lui donne les moyens d'arriver là où il est en tête du championnat. C'est bête, mais il est quand même aidé et accompagné par Fabio Quartararo en GP, parce qu'on sait qu'ils sont très proches et de la même manière que Jack Dixon, ils sont très potes. Donc je pense que ça aide aussi d'avoir les conseils d'un pilote MotoGP et d'avoir des retours, même si Fabio j'allais faire une grosse provoque et demander si c'était vraiment une aide de Quartararo. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Arbolino qui donne des conseils à Fabio cette année. Oui, du coup. En tout cas, on sait que c'est un pilote qui est très apprécié dans le paddock, donc ça aide aussi. Parce que vraiment, ça aide aussi, et c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que, encore une fois, on juge aussi les pilotes sur la manière dont ils se comportent, et je trouve que c'est un pilote qui est agréable à suivre sur tous les plans. Donc, de le voir à ce niveau, c'est vraiment bien, et surtout de voir qu'il est capable d'aller se battre, parce que là, Acosta, on aura mis une belle en termes de distance. Il a vraiment creusé l'écart. J'ai plus les chronos en tête, malheureusement, mais vraiment, il a vraiment creusé l'écart, et Dixon était très en forme aussi. Dixon est vraiment revenu dans la roue d'Arbolino. Je pense que quelques tours en plus, et il avait les moyens d'aller se battre pour la 2e place. Ouais. Ça faisait longtemps, un petit moment qu'on l'avait pas vu sur le podium aussi. Donc, je pense que c'était une course calme, mais avec des résultats qui sont vraiment, vraiment satisfaisants pour les pilotes et qui sont vraiment mérités. Moi, s'il y a une chose qui me gêne un peu en Moto 2, on avait déjà eu cette discussion tous les deux dans un épisode qu'on a enregistré tous les deux, et sur lequel on nous est tombé dessus, c'est le début de saison d'Ogura, puisqu'on disait que c'était pas dingue, que il tombait ou il était pas là. On nous était tombé dessus en nous disant oui, mais il revient de blessure. Certes, il revenait de blessure. Oui, tombé gentiment. On n'a pas été harcelé. Non, mais et la remarque les remarques étaient pertinentes, c'est un revenu de blessure. Oui, mais du coup, avec plus de recul. Du coup, je te coupe un peu l'herbe sous le pied, mais oui, avec plus de recul, effectivement, il fait pas grand chose. C'est ça, en fait, avec plus de recul, l'excuse de la blessure, pour moi, elle est plus là, parce qu'il a eu le temps de s'en remettre. On rappelle quand même que les pilotes, ils ont quand même des conditions de récupération qui sont pas les mêmes que les nôtres. Et il est pas là, en fait. Il est toujours pas là. Il finit loin dans le classement. C'est celui qu'on attendait et qu'on pressentait pour aller remplacer Nakagami. Si Hidemitsu impose toujours le fait que ce soit un pilote japonais qui monte, vu le début de saison, en fait, c'est Chantra qui va prendre sa place. Ce qui est dommage, parce que Chantra n'a pas du tout le même potentiel pour moi que Ogura, et Chantra, tu le mets sur une MotoGP, je pense qu'il fait rien. Donc c'est un peu... Moi, j'attends la trêve estivale pour voir s'il va revenir. L'année dernière, il est revenu en fin de saison. Se battre avec Fernandez, donc on verra, mais là ça me semble compliqué, de la même manière que Guevara, ce début de saison, vraiment j'attendais beaucoup de ce pilote, et là à part
Enfin, il est revenu en Amérique, il a pas fait après sa blessure, il a pas fait mieux que 18e, il chute ce week-end, il est nulle part, on n'en entend pas parler et c'est son ancien coéquipier Sergio Garcia au final qui prend la lumière entre les deux sur lesquels la question se posait en début de saison, donc pareil, là j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir attendre la trêve estivale pour voir ce que vont pouvoir faire ces pilotes, donc c'est un peu frustrant. Ben, c'est cruel, hein. Et ouais, c'est cruel parce que, et puis pour revenir sur Ogura, c'est inquiétant dans le sens où on a vu beaucoup de pilotes aussi pas réussir à revenir du tout après une blessure, quoi. Enfin, là, je pense à Morbidelli, clairement, qui était quand même vice-champion du monde, et qui, depuis sa blessure, fait pas grand-chose. Alors, il a pas la moto la plus performante du plateau, hein, c'est clair. Mais ouais, c'est dur. On espère qu'il va quand même s'en remettre aussi psychologiquement, parce que comme tu dis, il avait quand même un super potentiel, ce Ogura et ouais. Bah voilà. ouais, c'est clair. Bon, je sais pas comment je vais finir ma phrase du coup, mais on espère qu'il va s'en remettre. Voilà. Bah ouais, c'est clair. Et on espère surtout qu'on va le revoir. C'est un pilote qui est plutôt agréable à voir rouler en plus, donc s'il arrive à revenir aux avant-postes, ça sera plutôt agréable pour tout le monde, je pense, et ça mettra un peu d'animation parce que même si Arbolino et Acosta nous font des beaux duels sur certaines courses, c'était pas le cas ce week-end parce que Acosta il est parti, il y a besoin que d'autres pilotes viennent se mêler un peu à la bagarre. Je pense que ça peut être intéressant, donc on verra ça après la trêve estivale. À Seine, c'est pas le circuit le plus où il se passe le plus de choses non plus, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on n'aura pas des courses très animées, sauf événements incroyables, mais donc on va pouvoir voir ça plus. Sauf flag to flag ou. Mais moi je n'attends que ça, un flag to flag. Il y en a pas eu depuis des mois et des mois. Et le cas, c'était au Mugello où il y avait potentiellement un flag to flag sur la course au sprint qui a même pas été fait. Donc moi vraiment j'adore les courses flag to flag, sauf que ça fout un bordel pas possible dans les résultats, dans les classements et dans la gestion des pilotes. Et je trouve que ça montre un peu si les pilotes ont une compréhension des conditions et une technique de course vraiment intéressante, donc j'adore ce format, mais bon, ça n'arrive pas pour l'instant. Le dernier c'était pas il y a 2 ans en Autriche en fait, ou avec la victoire de Binder aussi. Il y a moyen, ouais. La course où Fabio se foire complètement. Il y a moyen que ce soit ça, ouais. En même temps, on s'en serait rappelé sinon s'il y en avait eu d'autres, parce que Binder, on sait qu'il est quand même relativement fort sur ces conditions. Ouais, la dernière victoire de Binder remonte à cette course. Tu sais, quand on remonte le dernier flag to flag, quand c'était la dernière victoire de Binder. Non, c'est avec une potentielle victoire de Rossi à un moment donné qu'on a espéré pendant cette course. Ouais, donc, exactement. Bon, quitte à parler de Binder, autant qu'on passe tout de suite en MotoGP si t'as rien à rajouter en Moto 2. Avec ce super, avec Binder. Binder, on peut en parler, hein. Moto 2, c'est une cata ce début de saison, hein. Il a chuté ce week-end et c'est très compliqué. Il faut pas oublier qu'il vient du MotoGP. Il était passé en MotoGP sans passer par le Moto 2, donc il est rookie dans cette catégorie, donc c'est ça, et on sait que c'est pas évident quand même de passer d'une MotoGP à une Moto 2 et inversement, donc c'est un début de saison pas dingue. Après, comme pour Guevara, moi j'ai ce truc de me dire ils sont encore en apprentissage. Après, s'il fait rien après la trêve estivale, je pense que ça sera compliqué pour lui, parce qu'on sait que c'est pas un pilote qui brille spécialement en plus de ça habituellement. Donc attendons de voir. Ouais. Et on peut passer aux frères du coup avec le MotoGP. Absolument, Binder qui est passé par la Q1 avec Marc Marquez aussi, mais qui sont qualifiés en Q2. Et puis en Q2, Paul de Bagnaia, Marini deuxième. Je dis Paul de Bagnaia comme si c'était une évidence. Habituel. Si Pierre était là, il te dirait que c'est le cas. En tout cas, c'est régulier. Ouais, non, mais c'est assez régulier, on va pas se mentir, hein. Marini, du coup, deuxième pour 78 millièmes, et Miller, troisième pour 5 millièmes sur Marini, donc, assez serré, cette qualif. Pour Zarco, quatrième, début de deuxième ligne, ce qui est pas mal. Bezzecchi qui suit, Martin, suit, Bezzecchi, et ensuite, les deux frères Marquez, Marc et Alex. Fabio, lui, est dernier de la Q2, malheureusement.
Alors pour la course sprint, je vais faire un résumé assez rapide. Gros départ de Miller, mais Bagnaia garde la tête dans ce début de course. Derrière, ça se touche. Zarco retombe 8e. Hélas, Martin remonte très fort et dès la fin du premier tour se pointe à la 2e place. Bagnaia, le champion du monde en titre, se rate un peu ensuite, mais limite les dégâts. Miller en profite et il va y avoir un groupe de 5 pilotes qui se bagarrent pendant quelques tours en mode full attack. On a Pecco du coup, Miller, Martin, Marini et Binder. Martin va finir par faire le break et profite de passes d'armes entre Bagnaia et Miller. Le classement va plus trop bouger jusqu'à la fin. Juste Marini qui roule fort avec Binder et Zarco qui va pousser Binder pour s'octroyer la 5e place dans le waterfall, un dépassement dont il a le secret et dont il va pas se gêner de refaire le dimanche. Classement final de cette course sprint, du coup, Martin gagne la course, Bagnaia 2e, Miller 3e, Marini 4e et Zarco 5e. Fabio finit 13e. Pour la course du dimanche, c'est parti, mais pas de départ pour Marc Marquez après son high side au warm-up. Là aussi, on va peut-être en reparler de Marc Marquez tout à l'heure. Il y en a des choses à dire. Ah oui, Miller, il nous fait le même coup qu'en sprint, mais cette fois, il arrive à garder la tête pendant quelques tours au moins. Martin gagne 2 places dès le départ. Fabio 10e et 10e dans ses premiers mètres, mais en fait Miller il fera pas quelques tours, il se rate dans le waterfall. Bagnaia en profite, Martin et Marini aussi. Zarco double Bezzecchi pour la 7e place, ça chauffe un peu d'ailleurs avec Alex Marquez. Martin passe en tête juste avant le 4e tour et s'échappe un peu, les écarts se creusent. Zarco remonte encore et passe 6e avec les KTM en ligne de mire. Il finit par passer Miller à l'entrée du waterfall. Binder est un peu plus loin devant, il va falloir réussir à l'attraper. Il va pas se passer grand chose jusqu'au 10e tour où Binder prend le dessus sur Marini pour passer 3e. Quelques minutes plus tard, Johan Zarco revient sur Marini et lui refait le coup du waterfall. Zarco va aussi vite que les leaders pendant que Binder en tête de ce groupe se traîne un peu, entre parenthèses, tout est relatif, se traîne un peu, Binder qui roule quand même. En tout cas, on est à mi-course et pendant ce temps-là, Bagnaia a rattrapé Martin et cherche à lui mettre la pression. On se dit que ça va se jouer entre ces deux hommes car ils ont déjà plus de 3 secondes d'avance sur le reste du plateau. Bezzecchi, pendant ce temps-là, accélère le rythme et double son coéquipier Marini pour passer 5e. Et alors que Martin refait le break sur Bagnaia, Binder chute en offrant ainsi le podium à Zarco. Il reste 10 tours. Pecco finit par passer Martin. Ça sent la bonne bagarre entre l'Italien et l'Espagnol. Martin reprend le dessus 3 tours plus tard. Zarco est toujours 3e à 5 secondes des 2 premiers qui sont sur une autre planète. Et là, on va avoir 3 derniers tours d'anthologie entre Martin et Bagnaia, mais c'est finalement l'Espagnol qui s'en sort et s'offre une nouvelle victoire pour quelques centièmes de seconde. Classement final, donc victoire de Martin, suivi par Bagnaia. Zarco complète le podium, Bezzecchi est 4e, Marini 5e, Miller 6e. Et un petit mot de Fabio Quartararo qui finit cette course 13e. Au championnat, après les 2 courses, je respire. Bagnaia est toujours en tête avec 160 points. Martin prend la 2e place avec 144 points. Bezzecchi complète le podium provisoire avec 126 points. Et Johan Zarco 4e avec 109 points. Quartararo est toujours 8e avec 57 points. Voilà pour ces 2 résumés. Qu'est-ce que tu veux dire pour commencer? Je pense qu'on peut tout de suite parler de Martin, de ce week-end incroyable pour lui. C'était vraiment... pardon, mais là, il est sur une autre planète, Martin. C'était, que ce soit en course sprint, c'est vraiment... C'est vraiment, pour moi, il a tout compris à la course sprint, comme Binder et comme Pecco. Il est vraiment... c'est vraiment son élément, c'est la course qui lui convient, le format de course qui lui convient. Et en GP, en course du dimanche, il était extrêmement bon. La manière dont il ferme les portes, c'était dingue. Et il ferme correctement les portes, il fait l'intérieur à Pecco, il se laisse pas faire. Alors que sur la fin, c'était vraiment vraiment chaud au moment de passer la ligne d'arrivée. Moi, je me suis vraiment dit, ok, Pecco va le passer. Pas du tout en fait. C'était vraiment. Il a été en tout point très bon ce week-end, très fort. Il est là où on l'attend en fait, parce que ça fait des mois et des mois qu'on lui tombe dessus en lui disant il manque de régularité. Là, la régularité, et pour moi, il commence à la trouver. Il est sur des circuits sur lesquels il est à l'aise, donc c'était vraiment rien à redire sur ce week-end. En fait, c'était vraiment, il était très fort. Je sais pas ce que t'en as pensé, si tu me rejoins sur le point ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, quoi. Alors, c'est clair, Martin très bon. En plus, si ma mémoire est bonne, au début de la course sprint, dans le long gauche sur le circuit, là, je sais plus le numéro du virage, pardonnez-moi, mais il manque de se bourrer, il rattrape l'avant.
en prenant la tête, hein, je crois. Bref, et puis après, il a un rythme assez dingo hein, sur les 2 courses. Enfin, ouais, il est vraiment bon. Enfin, on le savait qu'il était bon. Hein. Ils sont tous bons, hein, tu me diras à ce niveau, mais on le savait potentiellement très fort. Je vais peut-être un peu exagérer, mais est-ce qu'il est pas en train de faire regretter Ducati Usine d'avoir choisi Bastianini plutôt que Martin? Je pense que c'est dur comme comment dire, comme façon de penser, parce que Enea oui, il sort oui, comme non, mais dans le c'est très polémique. Hein. Non, mais après c'est la débile, polémique que tout le monde trucs. se pose en vrai, parce que la question pourrait se poser. Tu peux vite te dire bah ok, Enea il fait rien, j'ai pris Martin, est-ce que c'était la bonne idée? Oui, c'est un manque de bol, c'est aussi le destin, parce que Bastianini il a pas fait exprès de se blesser. C'est clair, évidemment. on se serait passé toutes les fuites qu'il y a eu à Portimao. Ouais, c'est clair. Et puis, on se serait aussi passé d'un début de saison sans Bastianini et sans bagarre fratricide avec Benayer, hein, clairement. Mais là, en tout cas, Martin, il marque des gros points, et pas qu'au championnat, il marque des gros points auprès de Ducati Usine aussi, sans doute. Va falloir il a réussi à le confirmer sur un week-end, va falloir réussir à le reconfirmer à plus long terme, je vais dire. Mugello, j'ai pas vu la course, mais il me semble que c'était pas déconnant. Et non, c'était et pas au moins déconnant. Le samedi, il était très fort aussi, donc puis le dimanche aussi d'ailleurs. Mais... Non, mais ça roule. Hein. Il y a pas. Non, il y a pas à dire. Il commence à. Il a eu peut-être eu un déclic à un moment, je sais pas, mais c'est vrai que là, les passes d'armes avec le champion du monde en titre, un certain Pecco, qui est quand même pas une quiche non plus. Les deux, là, ils étaient clairement sur une autre planète en matière de rythme de course. Ouais, pas grand chose à dire d'autre sur Martin, hein, félicitations. Et puis, moi, j'avais peur que ça soit vraiment qu'un pilote de time attack, parce que pendant un petit moment, il était très bon en qualif, mais il était beaucoup plus irrégulier en course. Et là, ce week-end, c'est week-end plein. Ça peut faire très très mal au championnat. Et puis, les Pramac en général, les Pramac sont quand même. Oui. On peut rapidement parler de Zarco. Zarco, il fait un très bon début de saison. Il me semble que ça fait très longtemps. On a eu l'habitude de le voir sur les 3-4 premières courses très bon. Là, on est à la 7e course de la saison, 14 si on compte les sprints. Et il est toujours là, il est toujours dans le coup. Et pour moi, il a vraiment. Il a trouvé un truc cette année qui fait qu'il est très fort et qu'on est peut-être, je l'espère, pas loin de le retrouver à un moment donné sur le podium, sur la plus haute marche. Donc vraiment, je trouve que Pramac a un début de saison intéressant et je pense que Ducati peuvent être contents d'avoir ces deux-là, surtout quand on peut se dire que étonnamment la personne sur laquelle on réfléchit l'année prochaine à se dire, dans toutes les discussions qu'on peut entendre, et ce qui va rester, c'est Zarco, parce que c'est celui qui est le plus éjectable pour moi chez Ducati en ce moment, après Digi chez Gresini. Donc c'est assez étonnant et j'ose espérer que là il est en train de marquer les points pour sauver sa place l'année prochaine aussi. Ouais, ce serait con de le mettre de côté, parce que c'est clair que là alors physiquement c'est une machine, hein, clairement, malgré son âge avancé, il a un an de moins que moi. Ça, c'est vraiment tout est relatif, parce que vraiment Ouais, non, mais encore une fois, tout est relatif, mais c'est vrai que ça pêche peut-être, s'il fallait trouver un défaut sur les courses de Johan Zarco, ça pêche peut-être au début encore un petit peu, où il a du mal, il met un petit peu de temps à se mettre dans le rythme. La différence avec avant, j'ai l'impression, c'est que là, il se pose même plus de questions et il arrive à doubler très vite tout le monde, quoi. Et il a confiance en son rythme aussi, et il arrive à économiser son pneu arrière. Là, c'est ce qu'il disait ce week-end, c'est qu'il avait réussi à économiser son pneu arrière sur le début de course. Son dépassement, ce que tu parlais des dépassements, son dépassement dans le waterfall, son dépassement avec la touchette sur Binder, là, il est en mode je m'en fous, j'y vais. Et on le sait, les waterfalls l'année dernière, pour moi, c'était le plus beau dépassement de la saison avec Zarco. Là, il l'a refait. C'était incroyable. C'était vraiment, c'était du grand Johan Zarco, quoi. C'est clair. Avec la préparation d'avant, je sors mieux, je vais plus vite, boum, vas-y, tout ça, je trace, quoi. Après, j'étais relativement étonné qu'ils se prennent pas de pénalité sur le dépassement avec Binder, parce que il l'a quand même envoyé faire un tour par Berlin avant de revenir sur la piste, Binder.
Quand on sait que Bezzecchi s'est tapé de devoir rendre une place au Mans quand il a fait la même chose avec Marquez, donc j'étais étonnée qu'il soit rien passé. Après c'était peut-être un peu moins poussé, mais encore une fois deux poids deux mesures dans les pénalités quoi. Ouais, après peut-être que la direction de course va changer d'avis dans 3 jours. Ouais. T'as fait un bon week-end, non mais viens on te l'enlève. Non mais en fait j'ai réfléchi cette nuit et je me suis dit que finalement finalement il faut que tu recèdes ta place quoi. C'était beau. Ouais, c'était beau. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur Johan? Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Mais oui, c'est facile à dire derrière son micro et assis sur sa chaise comme d'habitude, mais il va peut-être falloir un petit peu essayer d'améliorer, sans donner de leçons non plus, mais les départs et les il le dit de toute façon. Parce qu'en vrai, le rythme. Il le dit lui-même dans ses déclarations. Il dit que là, il commence à trouver des trucs sur lesquels ils arrivent mieux à pousser, donc que ça va venir gentiment mais sûrement. Quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est déjà impressionnant en soi. Oui, non, c'est clair. Après, côté impressionnant, la domination du Ducati est quand même importante sur ce début de saison. Et je trouve que sur cette course en particulier, tu prends les 8 premiers du classement, t'as une KTM qui se balade au milieu, qui est celle de Miller, parce que Binder qui était quand même en marche pour très bien faire une course et prendre la 3e position, c'est viandé. Mais Miller il est là, il joue aussi les avant-postes. Je pense que franchement les Ducati elles ont de quoi faire cette saison. Il y a toujours cette domination italienne qui est vraiment impressionnante. Donc je pense que Johan il a toutes les armes pour aller gagner aussi à un moment donné. Enfin, on espère parce que on l'attend tous. Mais ce que je trouve assez intéressant par rapport à ce que certains disaient sur la soi-disant Coupe Ducati, le fait qu'il y ait beaucoup de Ducati, mais en fait, encore une fois, et on l'a déjà dit, mais avoir beaucoup de motos, ça suffit pas. Si t'as 8 enclumes, elles vont pas faire 8 premières. Et là, il se trouve que les Ducati marchent très bien, que toutes en plus, enfin, aussi bien celle de Pecco qui performe de ouf, il y a aussi celle du VR46 et celle de Pramac évidemment. Et même celle de Grésini parce que Alex Marquez n'est pas si loin non plus, c'est pas déconnant. Ah non, et ils ont quand même des champions du monde et des vice-champions du monde dans leurs équipes. Donc la Ducati, d'accord. Ouais, puis Alex Marquez, on sent qu'il a récupéré un petit peu de confiance après son passage chez Honda où clairement cette moto est dangereuse. Oui, non, c'est clair. Mais en tout cas, on en reparlera juste après. Pour les Ducati, en tout cas, ils ont des motos avec des ingénieurs qui sont très bons, qui développent les choses. Et encore une fois, c'est cyclique. On a eu des airs Honda, on a eu des airs Yamaha, là c'est l'ère Ducati. Dans quelques années, ça changera encore. Mais en tout cas, Ducati, ils sont en avance sur le développement. Ils ont des pilotes qui sont très bons parce que tu peux avoir des motos qui sont très bonnes. Si ton pilote est pas bon, c'est bête, mais on le voit avec Di Giannantonio. Il est pas incroyable, il brille pas sur la Ducati, il est pas aux avant-postes. Donc, je pense que ils ont la recette en ce moment pour avoir tout ce qu'il faut pour aller gagner. On sait très bien qu'au championnat, ça sera une Ducati qui sera en tête. Donc c'est des bonnes choses. La question, c'est laquelle? Ouais, moi, je veux pas me porter l'œil, donc je dis rien. Mais les VR46 étaient encore très performants ce week-end. Enfin, ils sont finis 4e et 5e. Luca Marini, je trouve qu'il s'améliore de semaine en semaine. Bezzecchi, moi, je vais pas refaire un laïus sur Bezzecchi. On sait tout ce que j'en pense et je pense qu'il le démonte chaque semaine et que encore une fois, quand il fait pas des super courses, il a des débriefs pertinents sans avoir ce truc de c'est pas moi, c'est la moto. Donc oui. Et là, sa course, c'est vraiment intéressante à Bezzecchi, je trouve, parce que on dit toujours intéressant, ça veut rien dire, mais c'est dans le sens où il était parti un peu timide, on avait l'impression qu'il n'arrivait pas à trouver son rythme, et puis sur la deuxième moitié où il était vraiment dedans et il finit 4e, ce qui est pas dégueu du tout, évidemment. Oui, et puis heureusement, on va pas dire encore une fois ils font des bons résultats parce qu'il y a eu des chutes, parce que là clairement des chutes il y en a quasiment pas eu, donc c'est une bonne chose aussi. Il y a eu la chute de Binder, il y a eu l'arrêt de Vinales qui s'est arrêté pour casse-moteur. Ouais, mais dans la tête, il y avait que Binder parce que Vinales c'était loin. Après pour Vinales, c'est compliqué. Enfin, les Aprilia, c'est pas fou. On s'attendait. Non, c'est compliqué. On s'attendait que ce soit chez RNF ou chez les officiels cette saison à avoir quand même quelque chose de
d'assez performant. Et là, Espargaro qui finit 16e, Viñales qui a encore une fois un souci technique. C'est vraiment déconnant quand on sait en plus de ça qu'ils sont les deux sont signés encore pour l'année prochaine. Donc Aprilia va pas s'amuser à virer ses pilotes. C'est vraiment compliqué et il y a pas trop d'explications à ça en plus de ça parce qu'ils étaient là l'année dernière. Et malheureusement pour eux, s'ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent résoudre, ils ont même plus les concessions cette année pour les résoudre. Donc donc il va falloir attendre de voir, mais je pense que il y a un certain Espagnol qui doit être en train de mordre son chapeau en voyant les résultats qu'il fait en course. Ouais, après il reste beaucoup de GP, hein. On est que là, c'était la fin du 7e GP. On a fait le tiers, quoi. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses, évidemment. Mais oui, Aprilia, compliqué là. C'est un petit passage à vide. Il va falloir qu'ils arrivent à retrouver les bons réglages. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. C'est compliqué que ce soit pour Aprilia, Honda ou Yamaha. Les seuls teams là qui s'en sortent, c'est Ducati et KTM. Yamaha, tu prends, ils sont 13e et 14e si je dis pas de bêtises. Morbidelli sur lequel on était tous d'accord pour dire que c'était très compliqué, et devant Fabio la semaine dernière il teste des trucs, ça marche pas, il reteste des trucs, là ça marche pas, il vient en disant qu'il va reprendre les mêmes réglages que l'année dernière, il me semble, pour les 3 prochaines courses, ça ne fonctionne pas. Pour moi, on pourra dire ce qu'on veut, c'est ce que je disais dans le dernier épisode, on pourra dire ce qu'on veut sur Fabio, les pilotes ont un rôle de metteur au point, ils ont un rôle en termes de pilotage, etc. Mais je pense que la moto y est pas pour rien, qui a un vrai souci sur la moto, parce que tu peux pas être en bout de course comme ça, alors que l'année dernière t'as fini vice champion en étant vraiment à la limite de la moto. Enfin, il y a un vrai souci qu'il va falloir régler vite si Yamaha veut faire quelque chose et s'ils veulent garder leur pilote, surtout parce que je pense qu'un Fabio Quartararo c'est ça, et je pense qu'il est capable de dire merde à un moment donné, je rachète mon contrat et je me casse. Donc après, pour aller où, c'est la question. Mais bon, si y a un team, parce que le potentiel de Fabio, on le connaît, il y en aura qui ont tendance à dire oui, mais il y avait pas Marquez et c'est une année de chance. Je pense que c'est faux et que c'est un très bon pilote quand il a les moyens. Donc à voir, quoi. Et pareil pour Morbidelli. Il faut pas oublier que Morbidelli, même si Yamaha c'est Rossi, il est quand même couvé par Rossi, et la VR46, il y a moyen que des gens courent après les pilotes de la VR46. Donc s'il y a des places qui se libèrent, pourquoi il resterait chez Yamaha qui performe pas, quoi. Ouais, transition toute trouvée. On va peut-être parler un peu d'Honda juste plus spécifiquement, mais comme tu disais, les Yam, en gros les japonaises à la rue, hein. Il y a plus Suzuki, donc on peut dire japonaises. Augusto Fernandez, il finit devant les Yam. Enfin, enfin, y a pas à dire, Augusto il s'est roulé, hein, mais c'est quand même assez marquant, je trouve, hein. Enfin, la Gaz Tech 3 qui finit devant les Yamujin. Même tu te dis c'est pas possible. Ouais, on est content pour lui, hein, clairement. On est content pour Tech 3. On est mais content bon. pour Poncharal et tout, et pour Tech 3, c'est clair. Mais là, pour Yam, c'est vraiment la louche. Et surtout, Tech 3 finit devant toutes les Honda. Enfin, c'est le premier Honda, c'est Nakagami, la 17e place du classement général, quand même. On les a pas au classement général du championnat, on a Nakagami qui est 17e avec Marquez qui est 19e. Ensuite, tu dois aller où est Rins, je sais même pas. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Il y a Rins qui est 13e. Mais bon, Augusto Fernandez est juste derrière. Ouais. 13e, c'est pas fou quand même. Ça fait 3 courses qu'il est pas là. Et Mir qui est 24e. Mir, il a marqué des points uniquement sur une course au Portugal le dimanche et sur une course sprint. Sinon, il est tout le temps tombé. Il était jamais là. Enfin, c'est... Non, mais le pauvre Joan Mir, il a vraiment pas fait le bon choix avec Yamaha. Il me fait énormément de peine, Joan Mir. Enfin, c'est... Non, c'est la misère. Et quand tu vois les pelles que se prend aussi Marquez avec la Honda, mais oui, on l'a déjà dit, hein, mais la Honda, ça devient un instrument de meurtre. Enfin, j'aime beaucoup l'expression de Cyril qui est la Honda, c'est une brailleuse à poussins.
Non, mais exactement. C'est vraiment, du coup l'interview de Nakagami post warm-up dans lequel il disait que le dimanche, parce que Marquez s'est pris un énorme outside pendant le warm-up, sur lequel tu vois clairement qu'il est dépité. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu Marquez la tête entre les bras sur les pneus en bord de piste aussi dépité, juste dire bon bah je baisse les bras quoi. Je pense que déjà il avait mal vu qu'il s'est fracturé le doigt, mais c'est ce que Nakagami disait, il était derrière lui sur la piste et Marquez a pas fait d'erreur et c'est la moto, il avait des sensations très compliquées avec la moto, il a perdu l'arrière et il disait que c'était très compliqué, que lui avait les mêmes types de sensations avec sa moto et qu'ils en étaient à un point où bah ils étaient un peu inquiets et voire à la limite d'avoir peur de cette moto parce qu'elle est pas stable et c'est quand même grave de se dire qu'on en arrive à ce point-là. Surtout que je crois que je l'ai déjà dit ici et dédicace à David qui m'avait sorti cette info, mais il faut se rappeler que le HRC c'est plus gros que Ducati Monde. Hein. Enfin, je veux dire, après au HRC il y a pas que le MotoGP, hein, ils font du trial, ils ont plein d'autres disciplines, mais bordel. Ce qui est incompréhensible, c'est que quand même ils ont récupéré des ingénieurs de chez Suzuki, qu'on sait des très bons ingénieurs. Et on se retrouve avec ce type de moto qui satellise tous les pilotes. À un moment donné, tu peux te dire bon, ok, Joan Mir, il est peut-être pas stable, il arrive, il faut qu'il apprenne à découvrir la Honda, c'est compliqué pour lui. Là, c'est Joan Mir, c'est Alex Rins. Avec Alex Rins, quand tu vois sa chute, c'est une grosse gamelle aussi. La chute de Nakagami où la moto, mais elle est découpée en deux. Les chutes. Et à l'inverse, quand tu compares Alex Marquez qui lui passe de la Honda à la Ducati et qui tout de suite est à l'aise dessus et fait des top 10. C'est Marc Marquez. On pourra remettre en question toute sa condition physique autant que vous voulez après son retour de blessure. Mais c'est quand même un pilote qui est normalement en mesure de rattraper des chutes qui sont quand même à la limite. Là, il fait 5 chutes. 5 chutes en cours sur un week-end et c'est une très bonne stat de Thomas Morsolino qu'il m'a partagé. C'est que sur 160 courses de Marquez, donc départ ou non, 160 présences sur un Grand Prix, il est tombé 174 fois. Et j'aimerais savoir combien de fois il est tombé depuis ce début de saison sur ce ratio parce que c'est énorme. C'est hallucinant. Donc c'est assez impressionnant. Et en plus, il tombe et il dit que c'est de la faute de Zarco. Bah ça on peut en parler. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé si tu l'as vu Alors oui, donc c'était pendant les essais. Marquez arrive du coup bout de fond dernier. Je vais y arriver, premier virage, donc fond de ligne droite, perd l'avant et vient faire strike avec Zarco qui tranquillement était dans la voie de sortie des stands et lui arrache tout le train avant de la Pramac. Hein. Enfin, l'image est ouf. Et après revient, il a quand même un regard sur Johan, mais il revient. Et c'est surtout qu'après la polémique elle est après. Alors il y en a qui polémiquent sur le fait qu'il est pas allé le voir. Moi je suis globalement Pierre avait dit sur les réseaux que il y avait pas de raison de polémiquer là-dessus et je suis d'accord avec lui. Dans le sens où, de toute façon, la règle, c'est de sortir pour se mettre en sécurité. Et que là-dessus, il n'y avait pas de raison d'aller voir Zarco pour savoir s'il allait bien ou pas. Ça, c'est le boulot des marshals. Hein. C'est pas le boulot de Marquez. En revanche, c'était tout l'après qui était plus problématique, où clairement, Marc Marquez disait que c'était de la faute de Zarco, qu'il avait rien à foutre là. Hein. Je paraphrase. Hein. Ce qui est quand même assez dingue. Et ce qui montre aussi l'état d'esprit du garçon, quoi. Enfin, malheureusement, ouais, c'est dur. Hein. Enfin, moi, ça m'emmerde parce que je suis quand même un fan de Marquez, du pilote en tout cas. Et je pense qu'on est beaucoup de fans de Marquez à être emmerdés par ce comportement. Ah bah là, il se fait passer pour un sombre connard. Enfin, pour être clair. Enfin. Alors tous les anti-Marquez te diront qu'il a toujours été un sombre connard. Mais après là c'est vraiment exacerbé et c'est quand même étrange comme en fait. Enfin... Oui, stratégiquement c'est débile. Mais en plus on sait qu'il maîtrise. Enfin a priori c'est un garçon qui est plutôt habitué à ce monde-là et que il a tout intérêt à se faire plutôt passer pour un mec sympa
plutôt que pour Mais un c'est gros ça. con. Et là, Et surtout qu'il a quand même une réputation déjà assez compliquée. Mais surtout sur cet événement, enfin pour moi, on a quand même un Zarco qui sort, évidemment, qui regarde s'il y a des pilotes qui arrivent. Mais déjà, la sortie de pit lane sur ce circuit, elle est à un endroit qui n'a aucun sens parce qu'il y a d'autres pilotes aussi qui ont failli se satelliser en début de week-end. Évidemment qu'il regarde. Et Marquez, au moment où Zarco sort, n'est pas en train de tomber. Il tombe après, une fois que Zarco est sur la piste. Donc en fait, dire c'est de la faute de Zarco, mais en fait, tu veux quoi de plus? Tu veux qu'il attende qu'il y ait personne pour sortir. Enfin, c'est impossible à faire sur ce circuit. Non, et puis techniquement, à partir du moment où Zarco il ne crame pas la ligne blanche, parce qu'il y a une ligne blanche au sol de démarcation de sortie des stands, en fait, là, oui, le circuit est mal foutu, on va pas se mentir, peut-être, enfin la sortie, comme tu disais, la sortie des stands, elle est peut-être. Elle est vraiment un endroit compliqué. Surtout que derrière, ça arrive à 300. Je pense que il faut s'en rendre compte, même quand tu sors pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter le savent, mais pour avoir roulé 2-3 fois à Carole. Même à Carole où les mecs dans la ligne droite qui est pas la plus longue du circuit mais dans la ligne droite des stands ils arrivent à 180 et déjà quand toi t'arrives tu sors des stands à 50 tu regardes et tu flippes parce que mais là ils arrivent à 300 les types donc c'est un autre niveau. Alors ils ont pas mon niveau clairement, ils ont pas mes réflexes, mais pour donner l'idée, enfin ça c'est n'importe, enfin il y a peut-être une réflexion à mener du côté allemand sur. Mais je pense que la question va se poser après ce week-end parce que c'est pas les seuls pilotes. Il y a d'autres pilotes en début de séance qu'on failli avoir le même souci. Je pense que le vrai problème de cet événement, c'est la com que Marquez a eu derrière, parce que le fait qu'il aille pas le voir, bon. Il y a des pilotes qui l'auraient fait, il y en a qui le font pas. Zarco, il est sur la piste. Enfin, c'est quand même compliqué. Après, il va le voir dans le box. Tu te dis que c'est un peu forcé quand même, et il va vraiment le voir en mode OK, ça va, salut, bisous. C'est un peu limite, mais en même temps, c'est Marquez. On s'attend pas à mieux. Le mec, c'est un extraterrestre, il pense juste à aller rouler. Mais par contre, tout le côté, c'est de la faute de Zarco. Je le trouve compliqué, encore une fois, parce que Zarco sortait, Marquez n'était pas encore en train de tomber, et que si Marquez n'était pas tombé, la question serait pas posée. Je pense que Marquez, il aurait rien dit, il aurait même pas dit Zarco est sorti au mauvais moment. C'est vraiment ce côté, c'est de la faute de Zarco, parce que encore une fois, avec des gros guillemets, c'est la faute à Zarco. Enfin, faut arrêter, en fait. C'est trop facile de toujours prendre ce pilote qui est quand même très bonne patte et de toujours lui en mettre plein la gueule dès qu'il y a un truc pour lequel il est concerné. Parce que là, je suis désolée, mais enfin Marquez, là, c'est clairement un fait de course. Il y en a aucun des deux qui pouvait anticiper ce qui allait se passer. C'est comme ça, quoi. Faut arrêter. Et la com, elle, pas du tout, pour moi, elle était très mal gérée sur ce truc. Enfin, moi, pour te dire, j'étais à l'instant où, comme je vous ai dit par message, à l'instant où ça s'est passé, j'étais en train de faire une rando au fin fond sur un volcan en Islande, donc j'avais pas de réseau. Quand je suis revenue à la civilisation, j'ai vu le shitstorm autour de Marquez et je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre Zarco, il est à l'hôpital, il a les 2 jambes cassées, je sais pas, enfin sa carrière elle est foutue. Et en fait, je vois que c'est juste ça et je vois que le problème vient de la com de Marquez. Je me dis mais ils sont complètement débiles en fait. Enfin. Et en plus de ça, c'est amplifié, je trouve, par les médias. Enfin, ça a été de la même manière que quand Pecco Bagnaia parlait des motosatellites. En fait, je trouve que encore une fois, les médias ont envenimé la chose assez fortement. Et c'est dommage parce qu'on sent pas, c'est que Marquez, il a assez de polémique autour de lui pour que ça n'arrive pas. Par contre, si on veut parler d'un truc que moi j'ai trouvé très problématique sur la piste, c'est que 2 personnes traversent la piste sans être pénalisées. Que ce soit Marc Marquez comme Marco Bezzecchi. Avec l'admiration que j'ai pour Marco Bezzecchi, à quel moment on traverse une piste en courant, une piste sur une séance où il y a des essais, où les motos elles roulent, même si tu regardes à gauche, à droite, pardon, mais même nous à Paris, quand on traverse la route, on regarde à gauche, à droite et il y a des voitures qui peuvent arriver sans qu'on les voit. Alors sur une piste où les motos elles roulent à 300 et la direction de course... Apparemment, elles viennent toujours du même côté. Mais courir en botte de moto, c'est pas évident. Non, et puis, pardon, mais ils sont pas pénalisés, on ne leur dit rien. Enfin, il y a aucune, enfin, à quel moment, en fait? Ouais. Tu vas avoir des pilotes qui vont faire des trucs moins dangereux pour eux. Ils vont se prendre des pénalités de dingue. Je pense particulièrement à Bezzecchi qui a secoué des Marshall l'année dernière dans le bac à gravier. Mais il s'en est pris plein la tête. Là, le mec, il traverse, il risque sa vie, la vie des autres pilotes. Enfin, et pardon, mais la sécurité. C'est plus
c'est une question de discipline, même sans parler de risquer les vies. Tu fais juste pas ça. Mais enfin, il est pas tout seul, quoi. Enfin, tu perds du temps, et bah tant pis, c'est comme ça, puis c'est tout, en fait. Enfin, la veille, tu dis que t'es pas allé voir Zarco parce que, soi-disant, il fallait absolument que tu sortes du bac, c'était dangereux, mais par contre, tu traverses la piste pendant une séance. Enfin, pardon, mais 2 poids 2 mesures dans ton comportement, quoi. Enfin, et j'ai trouvé ça, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça problématique, et pour moi, c'est le signe aussi, peut-être pas le fait qu'il traverse la piste en courant, mais tout le reste de ce week-end, vu qu'il s'est fracturé le doigt le dimanche matin au warm-up, il a abandonné la course du dimanche. Pour moi, là, c'est vraiment, c'est pas ce que je disais dans l'épisode du Mans. Je disais que pour moi, c'était un pilote qui était très fort, qui était revenu très fort, qui était revenu à son top niveau physique. Là, je pense que c'est un pilote qui donne l'impression d'être à bout, un pilote qui fait des fucks à la moto. Rossi l'a déjà fait, mais là, t'as l'impression d'avoir un mec qui est en burn-out et qui est en train de péter un câble et qui sait pas où donner de la tête. Enfin, moi, quand je le vois courir dans tous les sens pendant les qualifs pour aller reprendre sa moto, alors oui, certes, il est très fort et c'est Marquez, c'est ce qu'on attend de lui, mais la manière dont c'est fait, là, t'as l'impression qu'il n'y arrive pas et qu'il pousse à la limite et qu'il, juste, il tombe, en fait. Et où il devient dangereux pour tout le monde. Et pour lui, c'est pas qu'une question de moto, c'est une question de pilote, c'est quand même un pilote qui est sujet à la diplopie. Enfin, moi, vraiment, tu vois, l'argument je me suis cassé le pouce. Alors oui, ça fait mal, c'est compliqué de piloter une moto avec un pouce cassé, même impossible, mais je serais pas étonnée que dans la semaine ou après Assen, on nous dise, Marquez a à nouveau des épisodes de diplopie, parce qu'avec les gamelles qui s'est pris dans le week-end. Ouais. Je vois pas comment c'est pas possible, alors qu'on sait que c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête depuis des années, quoi. Bon, je pense qu'on non, mais rien à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour côté MotoGP. De toute façon, on a fait à peu près le tour. Et je pense qu'il y aura encore des choses à dire à la scène, parce que les week-ends se suivent et se ressemblent pas, et que de toute façon, on aime bien parler de Marquez tous les week-ends. Sauf pour Yamaha. Ouais, pour Yamaha, les week-ends se suivent. Sont pire en pire, j'ai l'impression. C'est bien le problème. Bon, on va rapidement parler de l'endurance et du Superbike. Alors juste un petit mot sur le French Superbike, pour lequel la prochaine manche sera le 30 juin à Manicourt. Donc si vous avez l'occasion de l'aller le voir, c'est pas très loin pour certains, donc n'hésitez pas. C'est une catégorie qui est vraiment chouette à suivre. Je le dis à chaque épisode, mais parce que je pense que c'est une catégorie qui manque de visibilité, qui est pas assez mise en avant, et avec des pilotes qui méritent, avec des pilotes qu'on retrouve dans des catégories mondiales. On pense particulièrement à Debis, qui est maintenant en Super Sport 600 en mondial Superbike. Donc voilà. Elle est très accessible, et ils savent rouler. C'est ça, et c'est des pilotes, enfin quand tu les vois à Carole, t'es à côté d'eux, quoi. Mais bon, on va pas en parler encore trop longtemps, sinon on va encore faire des épisodes d'1h30. Je vais juste dire un petit mot rapidement sur une course qui est aussi importante que celle qu'on avait il y a quelques mois en avril en endurance, qui est les 24 heures de Spa moto, qui est la deuxième manche de la saison pour le WC, que ça se passait en Belgique, sur le fameux circuit de Spa. C'est le Yacht qui s'impose ce week-end devant TCR Honda, puis BMW et Suzuki à la 4e place avec Yoshimura SRT Motuls. Certes. Le CERT. Je sais jamais le dire, vraiment, il y a des noms de teams comme ça, je sais pas pourquoi mon cerveau mon cerveau les assimile pas. Et donc au classement, c'est TCR Honda qui mène devant le Yacht et devant BMW. Il y a eu seulement 23 équipes qui ont terminé sur les 36 engagés, avec pas mal d'abandons et pas mal de chutes ce week-end, malheureusement, dont des pilotes qu'on apprécie fortement par ici, comme Parasol et Renaudin, auxquels on pense fort, parce que personnellement c'est un pilote que je suis beaucoup, que ce soit en endurance ou en Superbike français, donc j'étais un peu déçu de le voir là, mais enfin de le voir faire ses résultats, mais c'est que partie remise, puisque la prochaine manche d'endurance sera à Suzuka en fin d'été, avec les 8 heures de Suzuka, et après la dernière sera le Bol d'Or. Donc pareil, c'est une catégorie c'est des courses qui sont vraiment agréables à suivre, sachant que il se passe énormément de choses tout le temps, et l'endurance c'est quand même particulier, donc voilà, c'était important d'en dire un petit mot ce week-end sans en faire des caisses, parce que on pourrait en parler 24 heures à résumer, c'est compliqué. Tu m'étonnes, et n'hésitez pas, et c'est un message qui est pas du tout sponsorisé, mais n'hésitez pas à aller voir si vous le connaissez pas encore, les caméras embarquées de Nicolo Canepa sur YouTube, qui fait des caméras embarquées de dingo. Voilà, où il a la GoPro sur le casque, et ça donne vraiment
une idée de ce que physiquement ça impose, quoi. Puis il y a, du coup, j'en profite vu qu'on parle de ce qui est intéressant à voir, mais il y a les vidéos d'Étienne Masson sur YouTube qui sont tournées et montées par son frère, qui s'appelle Vlog, donc V-log, qui sont des résumés de ses week-ends où on le suit un peu plus en immersion dans ses week-ends de course, qui sont extrêmement bien tournées, extrêmement bien montées et qui sont ultra intéressantes parce que c'est vraiment du coup une autre façon de voir les courses. Donc c'est vraiment très très intéressant à voir, et l'endurance de toute façon en soi quand on aime la moto, c'est passionnant, même si c'est plus compliqué à suivre parce que 24 heures faut trouver le temps et quand on n'est pas sur place c'est un peu plus compliqué. Mais ça on vous parlera un peu plus d'endurance. J'en profite pour en glisser un mot j'en profite pour rajouter un mot là-dessus. On vous en parlera un peu plus en profondeur puisque au début juillet il y a les 23h60 qui est pareil une course d'endurance avec des pilotes plus ou moins amateurs, dont un team que je vais avoir la chance d'aider sur ce week-end, qui est la RT72. Donc c'est un type de course dont on vous parlera un peu plus en détail dans un épisode spécifique, et donc, comme dit Olivier, il n'y a pas grand-chose à ajouter à part si vous avez le temps, prenez le temps de vous y intéresser parce que c'est vraiment passionnant à voir. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Merci beaucoup Olivier. Nous on se retrouve on se retrouve avec les garçons pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu du 23 au 25 juin. Donc c'est très vite, ça va venir très vite. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, donc que ce soit Twitter, Discord sur lequel on est relativement actif. Et vous pouvez, petite nouveauté, il me semble qu'on n'en a pas encore parlé dans l'épisode, retrouver tous nos épisodes depuis la création du podcast sur YouTube. On remercie fortement Pierre qui s'est attelé à cette tâche après la demande de plusieurs auditeurs. Donc voilà, on vous retrouve très vite et on vous dit à bientôt.